La pluie martelait les pavés de la rue étroite à Belleville, comme si le ciel de Paris conspirait pour noyer les secrets enfouis. Hugo, 16 ans à peine, serrait contre lui un sac à dos usé, les yeux rivés sur la porte close de la maison familiale, où sa mère venait de le chasser d'un geste définitif, les mots « Tu n'es plus mon fils » encore suspendus dans l'air humide. Derrière cette porte, son père, un homme raide comme un piquet de fer forgé, avait tourné le dos sans un mot, tandis que son frère aîné, Nathan, le regardait avec un mélange de pitié et de dégoût qui transperçait plus que n'importe quel couteau. C'était une nuit d'octobre 2010, et Hugo Courtois, ce garçon aux boucles brunes en désordre et au sourire autrefois si éclatant, venait d'être banni pour la seule faute d'aimer un autre garçon. Pervers, avait craché sa mère, les joues rougies par une colère qu'elle puisait dans les sermons de l'église du quartier. Nathan, de 3 ans son aîné, n'avait rien dit pour le défendre, pire, il avait hoché la tête, comme pour sceller le verdict familial. Hugo avait fui sous l'averse, le cœur en lambeaux, se jurant que plus jamais il ne franchirait ce seuil maudit. Mais le destin, ce farceur impitoyable, avait d'autres plans. Des années plus tard, en 2025, Hugo n'était plus ce gamin tremblant. À 31 ans, il était Hugo Laurent, magnate de la tech, fondateur d'une start-up new-yorkaise qui avait révolutionné l'intelligence artificielle appliquée à l'art, un empire valant des milliards, bâti sur des nuits blanches à Brooklyn et des rêves d'une vie sans chaîne. Il avait traversé l'Atlantique comme on brûle un pont, effaçant Paris de sa mémoire avec une détermination farouche. Pourtant, ce soir-là, assis dans un jet privé filant vers Charles de Gaulle, il sentait le poids du passé le rattraper. Une lettre anonyme, glissée dans sa boîte aux lettres de Manhattan, l'avait sommé de revenir, la vérité sur ton frère t'attend. Ne laisse pas l'histoire se répéter. Signé d'une main tremblante, sans nom. L'avion atterrit sous un ciel bas et gris, typique de l'automne français. Hugo, vêtu d'un costume sur mesure taillé à Savile Row, descendit la passerelle avec l'assurance d'un conquérant. Un chauffeur l'attendait, une Mercedes noire luisante qui fila vers le cœur de Paris. En chemin, il observa les boulevards familiers défiler, les cafés enfumés de Montmartre, les lumières tamisées des bistrots où il avait autrefois volé des baisers volés à des garçons aux yeux rieurs. Mais rien n'avait plus le goût d'alors. Son téléphone vibra à un message de son assistant, tout est prêt pour la réunion demain avec les investisseurs français. Et vous avez une réservation au Ritz. Hugo esquissa un sourire froid. Le Ritz, ironie du sort, était à 2 pas de la maison familiale, rue de Rivoli. Arrivé à l'hôtel, il se défit de son manteau et s'effondra sur le lit king size, les yeux fixés au plafond orné de moulures. La lettre était dans sa poche intérieure, froissée comme un reproche. Ton frère. Nathan. L'image de ce dernier, avec ses épaules larges et son regard d'acier, le hantait. Ils avaient été si proches, enfants ou des complices dans les jeux interdits du grenier, des gardiens de secrets partagés. Nathan, l'aîné protecteur, qui l'avait initié aux premiers émois, au regard furtif sur les corps nus dans les vestiaires du lycée. Était-ce cela, le secret? Ou pire? Hugo ferma les yeux, et les souvenirs affluèrent comme une marée. C'était l'été 2008. Hugo avait 13 ans, Nathan 16. La maison des Courtois, un hôtel particulier hérité du grand-père, bourdonnait de la chaleur moite. Leur mère, Claire, une femme aux cheveux châtains strictement noués, passait ses journées à l'atelier de couture où elle cousait pour les bourgeoises du quartier. Leur père, Bertrand, un banquier austère chez BNP Paribas, rentrait tard, l'haleine chargée de cognac. Les garçons, livrés à eux-mêmes, exploraient les recoins sombres de la bâtisse. Un après-midi, dans la chambre de Nathan, tout avait basculé. « Viens voir ça » avait murmuré l'aîné, tirant Hugo par la main vers le lit. Un magazine Porsche volé à un kiosque, des images de corps enlacés. Leur rire nerveux s'était mué en silence lourd, en touchés hésitants. Un baiser, maladroit, électrique. Puis la panique. « C'est rien, c'est juste nous » avait soufflé Nathan, mais ses yeux trahissaient la peur. Leur complicité s'était fissurée là, dans l'ombre des rideaux tirés. Hugo avait cru que c'était le début d'un pacte éternel, mais 2 ans plus tard, quand il avait été surpris avec un camarade de classe dans le parc des Buttes-Chaumont, Nathan avait choisi le silence. Pire, il avait été le premier à murmurer à leurs parents que son petit frère fréquentait de mauvaises compagnies. La trahison avait été un poison lent, culminant en cette nuit pluvieuse où Hugo avait été jeté dehors comme un paria. Nathan n'avait pas bougé, les bras croisés, le visage impassible. « C'est pour ton bien » avait-il dit plus tard, dans une lettre que Hugo avait brûlée sans la lire. Maintenant, de retour à Paris, Hugo se redressa, le cœur battant.
Il devait affronter cela. Pas pour pardonner, mais pour clore le chapitre. Il composa un numéro inconnu, trouvé au dos de la lettre. Une voix féminine répondit, essoufflée, « Monsieur Laurent ? C'est vous ? Dieu merci. Je m'appelle Élise, la gouvernante de la famille depuis des lustres. Votre frère. Il est malade. Très malade. Et il y a des choses que vous ignorez. Venez demain, à l'aube, rue de Rivoli. Avant que tout n'explose. » Hugo raccrocha, un frisson le parcourant. Malade ? Nathan, ce roc inébranlable ? Il passa la nuit à arpenter la suite, les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin comme un phare moqueur. À l'aube, il quitta le Ritz, le brouillard enveloppant les rues comme un voile. La maison familiale se dressa devant lui, inchangée, façade ocre, beau window orné de géranium fané. Élise l'attendait à la porte de service, une femme menue aux cheveux grisonnants, les yeux rougis. « Entrez vite, monsieur. Ils ne savent pas que vous êtes là. » À l'intérieur, l'air sentait le vieux bois et le regret. Élise le guida vers le salon, où des portraits ancestraux toisaient les visiteurs. « Votre frère est en haut. Cancer. Incurable. Il refuse de voir qui que ce soit, sauf vous. Et il y a une boîte. Dans son bureau. Il m'a dit de vous la donner. » Elle lui tendit un coffret en acajou, gravé des initiales NC. Hugo l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos jaunies par le temps, et un médaillon contenant une mèche de cheveux les siens, enfant. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura-t-il. Élise baissa les yeux. « Demandez-lui. Mais sachez que votre retour. C'est le début de la fin pour certains mensonges. » Hugo monta l'escalier en colimaçon, chaque marche grinçant comme un avertissement. La porte de la chambre de Nathan était entrebâillée. Il poussa le battant, et là, sur le lit à baldaquin, gisait son frère, amaigri, la peau cireuse, les yeux enfoncés mais toujours perçants. Nathan tourna la tête lentement, un sourire fantomatique aux lèvres. « Petit frère. Tu es venu. J'espérais que non. » Les mots d'Hugo se coincèrent dans sa gorge. Au lieu de la rage attendue, une vague de tendresse inattendue le submergea. Nathan, son Nathan, était brisé. Pourquoi, fut tout ce qu'il put articuler. Nathan rit, un son rauque et douloureux. Parce que je suis un lâche, Hugo. Et parce que j'ai aimé, moi aussi. Plus que tu ne l'imagines. La chambre baignait dans une lumière filtrée par les voilages, comme si le jour hésitait à entrer, par pudeur ou par peur. Hugo s'assit au bord du lit, le coffret toujours serré contre lui, sentant le poids des ans dans chaque fibre du bois. Nathan toussa, un râle qui fit vibrer l'air, et tendit une main décharnée. « Assieds-toi plus près. J'ai peu de temps pour les regrets. » Hugo obéit, malgré lui. La proximité ravivait des souvenirs qu'il avait crus enterrés, l'odeur de l'après-rasage de Nathan, mélange de santal et de mystère, la courbe de son épaule, vue en cachette lors des étés à Deauville. « Explique-moi, dit-il d'une voix basse, presque un murmure. La lettre. La maladie. Et c'est. Relique. » Il ouvrit le coffret à nouveau, en tirant une photo, eux deux, adolescents, sur la plage normande, bras dessus bras dessous, riant face à l'océan déchaîné. Au dos, une écriture juvénile, pour toujours, H&N. Nathan ferma les yeux un instant, comme pour puiser des forces dans les ombres. « J'ai tout gâché, Hugo. Quand tu as été surpris avec ce garçon, comment s'appelait-il déjà ? J'ai paniqué. Nos parents. Ils étaient si rigides, si imprégnés de cette France conservatrice qui étouffe tout ce qui dévie du droit chemin. J'avais déjà mes propres démons. Des nuits à me cacher, à fréquenter des bars discrets du Marais, à mentir sur mes amis et point. » Il rouvrit les yeux, brillant de larmes contenues. « Mais toi, tu étais si pur. Si courageux. Et moi, j'ai choisi la facilité. J'ai laissé mère croire que c'était une phase chez toi, une erreur de jeunesse. Père t'a chassé pour protéger la réputation familiale et moi, j'ai applaudi en silence. » Hugo sentit une colère sourde monter, mais elle se heurta à la pitié. Nathan, le pilier, avouait sa faiblesse. « Et après ? Tu as continué à vivre ici, à hériter de tout, pendant que je mendiais dans les rues de New York. » Les mots étaient durs, mais sa voix tremblait. Nathan hocha la tête. « Oui. J'ai pris la place qui t'était due.
J'ai repris l'affaire familiale, les vignobles en Bordelais, les investissements. J'ai épousé une femme, Sophie, pour faire taire les ragots. Un mariage blanc, bien sûr. Elle savait, et elle est partie il y a 5 ans, avec une compensation généreuse. Mais le vide. Il m'a rongé. Un silence s'installa, seulement rompu par le tic-tac d'une pendule ancienne. Hugo fouilla dans le coffret, trouvant une lettre pliée. L'entête, à mon frère bien-aimé. Il la déplia, lisant à voix haute, « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de te le dire en face. J'ai aimé un homme, Hugo. Avant toi, avant tout. Il s'appelait Julien, et il est mort dans un accident, juste après ton départ. C'était mon premier amour, et il m'a appris à haïr ce que je suis. » Les mots se brouillèrent, Hugo posa la lettre, la gorge nouée. « Pourquoi ne m'as-tu pas cherché ? J'étais là, de l'autre côté de l'océan, à reconstruire ma vie pierre par pierre. » Nathan sourit faiblement. « La honte, petit frère. Et la peur que tu me vois tel que je suis, un imposteur. Mais la maladie. Elle clarifie tout. Le cancer m'a pris par surprise, un cadeau empoisonné de trop de nuits solitaires. Les médecins disent des mois, peut-être des semaines. Et alors, j'ai écrit cette lettre anonyme. Élise l'a postée. Je voulais te revoir, te dire que je regrette. Et te révéler la vérité sur Père. » Hugo se figea. Père ? Bertrand Courtois, l'homme au complet 3 pièces impeccable, au discours sur la famille et la tradition. Quoi, encore un secret ? Plus qu'un secret. Une vie entière de mensonges. Nathan se redressa légèrement, grimaçant de douleur. Assieds-toi bien. C'est une histoire qui commence avant ta naissance. Il inspira profondément, et les mots coulèrent comme un fleuve longtemps endigué. Père n'a pas toujours été ce pilier de vertu. Dans les années 70, jeune banquier ambitieux, il a connu un amant à l'université de Nanterre. Un étudiant en philosophie, radical, beau comme un dieu grec. Ils se sont aimés passionnément, en pleine effervescence post-mai 68. Mais quand Père a rencontré Mère, il a choisi la sécurité, le mariage, la carrière, les enfants. L'amant ? Il l'a abandonné, sans un mot. Des années plus tard, j'ai trouvé des lettres dans le grenier. Père savait pour nous, Hugo. Il nous a vus, ce jour-là dans ma chambre. Et il t'a chassé non par haine, mais par terreur, aux terreurs que tu deviennes comme lui, un homme brisé par le refoulement. Hugo sentit le monde basculer. Son père, homosexuel refoulé ? La famille Courtois, ce bastion de respectabilité, bâti sur des non-dits ? Et Mère ? Elle soupçonne. Mais elle préfère ignorer. C'est sa façon de survivre. Nathan toussa à nouveau, plus violemment cette fois. Élise entra discrètement, portant un plateau avec du thé fumant. « Buvez, messieurs. Et reposez-vous. » Elle posa une tasse dans les mains d'Hugo, ses yeux maternels emplis de compassion. « Votre mère est sortie pour la journée. Elle reviendra ce soir. Peut-être. Parlez-lui. » Hugo acquiesça, mais son esprit bouillonnait. Après avoir aidé Nathan à boire, il descendit au rez-de-chaussée, le coffret sous le bras. Le salon, avec ses bergères Louis XV et ses tapis persans, semblait un mausolée de mensonges. Il s'assit à un bureau massif, allumant un ordinateur portable qu'il avait apporté. Des emails urgents de New York clignotaient, propositions de fusion, invitations à des galas. Sa vie aux États-Unis, ses années folles à Silicon Alley, où il avait codé son premier algorithme dans un loft surpeuplé, flirté avec des artistes queer dans les clubs de Williamsburg, gravi les échelons jusqu'à la fortune, où tout cela contrastait violemment avec ce retour aux sources empoisonnées. Pourtant, au milieu du chaos, un nom surgit dans ses contacts, Nathan. Pas son frère, mais un autre. Nathan Duval, un galeriste parisien qu'il avait rencontré lors d'un voyage d'affaires en 2022. Un homme aux yeux verts perçants, aux lèvres ourlées d'un sourire espiègle, qui avait transformé une soirée vernissage en une nuit de confession sous les étoiles de Montparnasse. Ils s'étaient revus sporadiquement, par écran interposé ou dans des hôtels discrets, forgeant une connexion faite de rires complices et de caresses tendres. Nathan Duval, le seul à avoir percé les armures d'Hugo depuis des années. Sans réfléchir, il composa son numéro. Hugo ? Mon Dieu, c'est toi ? À Paris ? La voix de Nathan, l'autre Nathan, était un baume, chaude et vive. Oui. Besoin de te voir. Ce soir ?
Une pause, puis, le Marais, chez moi. 20h. Apporte du champagne, et ton cœur entier. Hugo raccrocha, un sourire fugace aux lèvres. Pour la première fois depuis son arrivée, il se sentit vivant. Mais en sortant pour une promenade, il croisa par hasard sa mère sur le trottoir. Claire Courtois, vieillie mais toujours altière, avec son chignon impeccable et son manteau de laine grise. Elle s'arrêta net, le panier de course glissant de ses mains. « Hugo » murmura-t-elle, comme si elle voyait un fantôme. Il ramassa les oranges tombées, les lui tendant avec une politesse froide. « Mère. » Le mot sonna amer. Elle le dévisagea, les lèvres tremblantes. « Que fais-tu ici ? Ton père. Il n'est plus là pour te chasser. Bertrand était mort 2 ans plus tôt, d'une crise cardiaque, un autre secret emporté dans la tombe. Je suis là pour Nathan, répondit-il simplement. Les yeux de Claire s'embuèrent. Ton frère ? Il ne va pas bien. Mais toi. Tu es riche maintenant, n'est-ce pas ? Les journaux en parlent. Le prodige français de New York. Hugo hocha la tête, la gorge serrée. Oui. Milliardaire, même. Mais l'argent ne rachète pas le passé. Elle tendit une main hésitante, effleurant son bras. Entre. Parle-moi. Contre toute attente, il accepta. Dans la cuisine, autour d'une tisane, les mots coulèrent, excuse maladroite de Claire, aveu sur sa propre jeunesse étouffée par un mariage arrangé. J'ai eu peur pour toi, Hugo. Peur que tu souffres comme d'autres. Elle n'en dit pas plus, mais il comprit, elle savait pour Bertrand. Ce soir-là, à 20h précises, Hugo sonna chez Nathan Duval, une bouteille de Dom Pérignon à la main. L'appartement, un loft aux murs de briques apparentes dans le Marais, embaumait le jasmin et les toiles fraîches. Nathan l'accueillit d'un baiser vorace, ses mains glissant sous la chemise d'Hugo. « Tu as l'air hanté » murmura-t-il contre sa peau. « Raconte-moi tout. » Assis sur un canapé de velours, sous un monnet reconstitué par ironie du sort, une œuvre inspirée de la tech d'Hugo, il déversa son âme, le retour, la maladie de son frère, les révélations. Nathan écouta, les doigts entrelacés aux siens. « Et toi, dans tout ça ?» demanda-t-il doucement. Hugo leva les yeux, plongeant dans ses prunelles vertes. « Toi, tu es la lumière. Sans toi, je n'aurais pas tenu. » Leur nuit fut un tourbillon de tendresse et de passion, corps enlacés sur des draps froissés, murmures d'amour en français mêlés d'anglais, rires étouffés contre l'oreiller. Pour la première fois depuis des années, Hugo se sentit entier. Mais au matin, un appel d'Élise brisa l'illusion, « Votre frère a fait une rechute. Venez vite. » Le trajet en taxi vers la rue de Rivoli fut un calvaire de klaxons et de feux rouges, chaque seconde étirée comme une éternité. Hugo serrait son téléphone, le cœur cognant contre ses côtes. Nathan Duval, encore endormi dans son lit, avait murmuré un « Je t'attends » ensommeillé, ignorant la tempête qui se levait. À la maison, Élise l'accueillit avec un visage défait. Il délire. Il appelle votre nom. Dans la chambre, l'air était lourd d'odeurs médicales, antiseptiques et sueur. Nathan gisait pâle comme un linceul, un masque à oxygène sur le nez, mais ses yeux s'allumèrent en voyant Hugo. « Viens. » Plus près, articula-t-il d'une voix éraillée. Hugo s'agenouilla, prenant la main froide de son frère. « Je suis là. Tiens bon. » Les heures s'écoulèrent en un brouillard de visites médicales et de silence complice. Nathan, entre 2 doses de morphine, confia d'autres fragments du puzzle familial. La boîte. Il y a plus. Une clé USB. Dans le fond. Hugo fouilla, trouvant l'objet, un petit disque noir, anonyme. Qu'est-ce que c'est ? Nathan sourit faiblement. Les lettres de père à son amant. Numérisées. Et une vidéo. De lui, confessant tout, avant sa mort. Il voulait que tu la voies, un jour. Pour que tu saches que tu n'es pas seul dans cette malédiction, Courtois. Hugo empocha la clé, promettant de la garder précieuse. Mais au milieu de l'après-midi, Claire entra, les traits tirés. « Hugo, nous devons parler. » Seule. Elle fit signe à Élise de sortir. Nathan, épuisé, ferma les yeux, feignant le sommeil. « Qu'y a-t-il encore, mère ?» demanda Hugo, sur la défensive. Claire s'assit, joignant les mains comme pour une prière. « Ton père. Il m'a tout dit, »
sur son lit de mort. Son amour pour cet homme, Julien non, attends, c'était avant Julien. L'amant s'appelait Alexandre. Et moi. J'ai su pour Nathan, il y a longtemps. Ses escapades, ses mensonges. J'ai fermé les yeux parce que j'avais peur de perdre un autre fils. Ses voix se brisa. Et toi, Hugo, quand je t'ai chassé? C'était la panique. La honte d'une mère qui voit son sang trahir les normes. Mais je regrette. Chaque jour. Hugo la regarda, déchiré entre le pardon et la rancune. Regretter ne ramène pas les nuits dans la rue, mère. Ni les années à me cacher. Elle pleura alors, des sanglots discrets, français dans leur tenue. Je sais. Mais Nathan. Il t'a protégé, à sa façon. Il a insisté pour que je t'envoie de l'argent, anonymement, quand tu as commencé tes études à New York. 5 000 € par mois, pendant 3 ans. Pour qu'il s'en sorte, disait-il. Hugo cligna des yeux, stupéfait. Des virements mystérieux qu'il avait attribués à des bourses fantômes. Il m'a fait ça? Claire hocha la tête. Il t'aime, Hugo. Plus que comme un frère, peut-être. Mais il n'a jamais osé l'admettre. Les mots tombèrent comme une pierre dans un étang calme. Hugo se leva, étourdi, et quitta la chambre sans un mot. Dehors, la scène coulait indolente, indifférente aux drames humains. Il marcha jusqu'à un café sur les quais, commandant un espresso serré. La révélation tournait en boucle, Nathan, son frère, nourri par un amour ambigu, protecteur et destructeur. Était-ce cela, la vérité de famille qui explosait? Où y avait-il plus? Son téléphone vibra, Nathan Duval. Tout va bien? Reviens vite, j'ai une surprise. Hugo sourit malgré lui, élant un taxi pour le Marais. Chez Nathan, l'air embaumait le pain frais et les fleurs. Ferme les yeux, ordonna le galeriste, le guidant par la main. Quand Hugo rouvrit les paupières, une toile trônait sur le chevalet, une peinture abstraite, tourbillonnante de bleu et de or, représentant 2 silhouettes enlacées sous un ciel parisien. C'est toi et moi, expliqua Nathan, rougissant légèrement. Inspiré de ton IA. J'ai collaboré avec ton équipe à distance. Hugo l'embrassa, profondément, laissant la passion effacer un instant les ombres. Mais ce soir-là, seul dans la salle de bain, il brancha la clé USB à son ordinateur. Les fichiers s'ouvrirent, lettres enflammées d'un jeune Bertrand, décrivant des nuits volées dans les mansardes de Saint-Germain. Puis la vidéo, son père, assis dans ce même bureau, la voix chevrotante. Hugo, si tu vois ceci, c'est que Nathan a tenu sa promesse. Sache que je t'aime, fiston. Que j'ai chassé ce que j'étais en toi parce que je ne supportais pas de te voir libre là où j'ai échoué. Pardonne-moi. Vis pour nous deux. Les larmes coulèrent, chaudes et libératrices. Hugo effaça la vidéo non par colère, mais par miséricorde. Il ne la montrerait pas à Claire, pas encore. Au lieu de cela, il rejoignit Nathan au lit, se blottissant contre lui. Je t'aime, murmura-t-il dans le creux de son cou. Et demain, on affronte le reste ensemble. Le lendemain fut un tourbillon. Hugo annula ses rendez-vous professionnels pour veiller sur son frère, alternant entre la maison familiale et le loft de Nathan. Une complicité naissante se tissait, Nathan Duval, curieux de ce passé tumultueux, posait des questions précises, dessinant des croquis de la demeure haussmannienne comme pour exorciser les fantômes. C'est romantique, à sa façon, dit-il un soir, en esquissant le portrait d'Hugo endormi. Tragique, mais beau. Mais les ombres s'épaississaient. Un appel de New York, un scandale financier menaçait l'empire d'Hugo. Un concurrent, jaloux, accusait sa société de plagiat d'algorithme, une calomnie pure, mais qui risquait de tout faire vaciller. Je dois y retourner, confia-t-il à Nathan Duval, le cœur lourd. Mais pas sans toi. L'invitation fut acceptée avec joie, un billet pour Manhattan, une échappée vers un avenir possible. Pourtant, avant le départ, le climax familial éclata. Claire, apprenant par Élise pour la clé USB, exigea une confrontation. Montre-moi, supplia-t-elle dans le salon, les mains tremblantes. Hugo hésita, puis céda, rebranchant l'appareil sur l'écran plat. La vidéo de Bertrand emplit la pièce, sa voix fantomatique confessant tout, l'amour pour Alexandre, les regrets, l'amour pour ses fils. Claire s'effondra en sanglots, murmurant « Je savais. Je savais au fond de moi. » Nathan, descendu malgré sa faiblesse, assista à la scène depuis l'escalier,
les larmes coulant librement. Dans ce chaos, une trahison inattendue surgit, Élise, la fidèle gouvernante, avoua être l'expéditrice réelle de la lettre anonyme. Pas par malveillance, expliqua-t-elle, les yeux baissés. Mais parce que votre frère refusait de mourir avec ce poids. Et moi. J'ai perdu mon propre fils à cause de secrets similaires, il y a 20 ans. Un garçon comme vous, Hugo. Chassé, et jamais revenu. La révélation frappa Hugo comme un coup de poignard. Élise, cette ombre bienveillante, portait sa propre plaie. Il l'étreignit, murmurant des mots de réconfort, tandis que Claire, brisée, s'excusait auprès de tous. Nathan, du haut de l'escalier, descendit pas à pas, s'effondrant dans les bras de son frère. « Pardonne-moi, souffla-t-il. Pour tout. » Hugo, les larmes aux yeux, répondit, « C'est fait. Nous sommes libres. » Les jours suivants furent un fragile équilibre entre guérison et tempête. Hugo, Nathan Duval à ses côtés, orchestra les soins pour son frère, meilleurs oncologues de la Pitié-Salpêtrière, traitements expérimentaux financés par sa fortune. Nathan l'aîné, stabilisé temporairement, reprit des couleurs, insistant pour des promenades en fauteuil roulant le long de la Seine. « Regarde, petit frère, disait-il en pointant les péniches fleuries. La vie coule, malgré tout. » Nathan Duval, avec son humour pince sans rire, animait ses sorties de blagues sur les touristes américains, gagnant un sourire rare du malade. Mais sous cette trêve, les fissures persistaient. Claire, hantée par la vidéo, sombra dans une mélancolie profonde, consultant un thérapeute pour la première fois de sa vie. « J'ai été une mauvaise mère », confia-t-elle un soir à Hugo, autour d'un dîner improvisé au pot-au-feu cuisiné par Élise, arrosé de vin de Bordeaux. « Non », répondit-il doucement, prenant sa main. « Juste une femme piégée par son époque. Comme nous tous. » La conversation dévia sur l'avenir, la succession familiale, les vignobles en péril face à la concurrence mondiale. « Nathan ne peut plus gérer », admit Claire. Hugo, hésitant, proposa « Laisse-moi aider. Pas pour l'argent, mais pour nous recoller. » Nathan l'aîné, apprenant le plan, protesta faiblement. « C'est ta vie, maintenant, à New York. Avec lui. » Il désigna Nathan Duval, assis en retrait, un verre à la main. Une tension palpable naquit, l'aîné, dans ses moments de lucidité, observait le couple avec une mélancolie non dite, un regret pour ce qu'il n'avait pas osé. Hugo le sentit, un soir où ils parlèrent seuls. « As-tu regretté, frère ? De ne pas avoir fui avec moi. » Nathan soupira. « Tous les jours. Mais l'amour. Il prend des formes tordues dans une famille comme la nôtre. » La passion entre Hugo et Nathan Duval, elle, fleurissait dans l'urgence. Des nuits volées dans le loft, où les corps se cherchaient avec une ferveur presque désespérée, des matins paresseux, café au lait et croissant, planifiant un voyage à New York. « Viens voir mon monde », suppliait Hugo. Les gratte-ciel, les galeries de Chelsea, nos amis queer qui dansent jusqu'à l'aube. Nathan, séduit, accepta, seulement si tu m'apprends à coder ton IA magique. Pourtant, le scandale financier éclata comme un orage. Les journaux français titraient « Le milliardaire queer impliqué dans un plagiat ». Des accusations portées par un rival californien, jaloux de l'ascension fulgurante d'Hugo. Les actions plongèrent, les investisseurs paniquèrent. Hugo, depuis Paris, orchestra une contre-attaque, conférence de presse virtuelle, preuves irréfutables publiées en open source. Mais le stress le rongeait, et une nuit, après une dispute avec un avocat, il craqua dans les bras de Nathan Duval. « Et si je perds tout ? L'empire, la liberté que j'ai conquise. »« Tu ne perds rien, » murmura Nathan, l'embrassant tendrement. « Parce que tu m'as, moi. Et c'est plus que des milliards. » Leur amour, dans cette épreuve, se révéla comme un phare, profond, résilient, teinté d'une romantisme à la française, fait de regards volés et de promesses chuchotées. Le vrai climax survint une semaine plus tard. Nathan l'aîné, sentant la fin approcher, demanda une réunion familiale complète. Dans le salon, sous les portraits ancestraux, ils se réunirent, Claire, Élise, Hugo et les deux Nathan. « J'ai quelque chose à dire », commença l'aîné, sa voix amplifiée par un mégaphone miniature. « Hugo, tu es l'héritier. Pas par droit du sang, mais par droit du cœur. Les vignobles, la maison, tout est à toi. J'ai rédigé le testament hier. » Un silence de plomb. Puis, et il y a une autre vérité. Mère, père. Il y a un demi-frère.
Alexandre, le fils de son amant. Il vit à Marseille, ignore tout. J'ai ses coordonnées. Claire blêmit, Hugo sentit le sol se dérober. Une trahison ultime? Non, une libération. Pourquoi maintenant, demanda-t-il. Nathan sourit tristement. Parce que les secrets tuent plus sûrement que le cancer. Contacte-le. Répare ce que père a brisé. La révélation explosa comme une bombe, cris, larmes, embrassades maladroites. Élise, pleurant pour son propre fils perdu, promit d'aider à la recherche. Nathan Duval, discret, serra la main d'Hugo, c'est ta famille élargie, maintenant. Et je fais partie du tableau. Mais la joie fut éphémère. Cette nuit-là, Nathan l'aîné fit une hémorragie interne. Les ambulanciers arrivèrent trop tard. Dans la chambre d'hôpital, entouré des siens, il expira en serrant la main d'Hugo. Libre. Enfin, fut son dernier mot. Hugo, brisé, organisa des funérailles intimes, une messe laïque au Père-Lachaise, où des amis cachés de Nathan, amant discret du Marais, vinrent rendre hommage en silence. Le deuil transforma Hugo. Avec Nathan Duval, il plongea dans le travail, sauvetage de l'entreprise, rachat des vignobles pour en faire un havre queer, atelier d'art, retraite pour jeunes exilés. Claire, renaissant, contacta le demi-frère, un homme de 40 ans, marin au port de Marseille, qui arriva un mois plus tard, ému aux larmes. Je m'appelle Alexandre Laurent. Père m'a parlé de vous, avant de mourir. La réunion fut un baume, rire timide, histoire partagée autour d'un apéritif. Hugo, sentant la paix poindre, demanda Nathan Duval en mariage lors d'un dîner aux chandelles sur une péniche. Veux-tu être mon encre, dans ce nouveau chapitre? Les yeux verts brillèrent, oui. Pour l'éternité. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant la ville en un tableau impressionniste, flocons dansant sur les lumières de Noël, la scène figée comme un miroir brisé. Hugo, désormais maître de la maison de Rivoli, avait ouvert les portes au vent du changement. Les vignobles de Bordeaux, rebaptisés Liberté Vignard, accueillaient des artistes LGBTQ+, pour des résidences créatives, un projet financé par ces milliards, conçu avec Nathan Duval comme curateur. Claire, apaisée par la thérapie et la présence d'Alexandre, son beau-fils inattendu, cousait à nouveau, des robes fluides pour des mariages queer dans le Sud. Le scandale financier? Dissipé comme un mauvais rêve. Hugo avait gagné au tribunal, exposant la calomnie de son rival, et son empire en avait émergé plus fort, avec une fondation dédiée à l'égalité numérique. Tu es un phénix, avait dit Nathan Duval un matin, en embrassant son épaule tatouée d'un arc-en-ciel discret. Brûlé, mais invincible. Leur mariage fut un événement intime, célébré au printemps 2026 dans les jardins de la maison familiale. Sous un cerisier en fleurs, entouré de Claire, Élise, Alexandre et une poignée d'amis au don des codeurs de Brooklyn et des galeristes parisiens, ils échangèrent des vœux en français et en anglais. Tu m'as appris à aimer sans peur, murmura Hugo, glissant l'anneau. Nathan répondit, et toi, à rêver sans limite. Élise, larmes aux yeux, servit un champagne millésimé des vignobles, toastant à la famille recomposée. La lune de miel les mena à New York, où Nathan découvrit le chaos vibrant de Manhattan, promenade main dans la main à Central Park, nuit dansante au Stonewall Inn, où Hugo raconta ses débuts humble serveur le jour, codeur la nuit, dans un monde qu'il avait accueilli sans jugement. Ici, j'ai rené, confia-t-il sur le toit d'un gratte-ciel, la ville à leurs pieds. Et toi, tu es ma renaissance. De retour en France, la vie s'écoula en un rythme doux amer. Hugo supervisait son empire à distance, voyageant entre Paris et New York, Nathan l'accompagnant souvent avec des expositions itinérantes. Claire et Alexandre nouèrent un lien filial inattendu, explorant ensemble les traces d'Alexandre père, un marin parti trop tôt, laissant des lettres poétiques trouvées dans une malle oubliée. Un an plus tard, une grossesse surprise via une mère porteuse choisie avec soin agrandit leur cercle, un petit garçon, prénommé Julien, en hommage aux amours perdus. Il aura tout l'amour que nous n'avons pas eu, promit Hugo, berçant l'enfant sous les yeux attendris de Nathan. Claire, grand-mère épanouie, tricotait des couvertures aux couleurs arc-en-ciel, tandis qu'Élise, enfin en paix, adoptait un chat errant nommé Secret. Pourtant, la cicatrice du passé persistait, un rappel humaniste de la fragilité des liens. Hugo visitait la tombe de Nathan l'aîné chaque automne, déposant une bouteille de vin et murmurant « Merci pour la liberté, frère. Tu étais mon premier amour, d'une façon tordue, mais vraie. » Là, sous les chaînes centenaires du Père-Lachaise, il sentait l'âme de son frère sourire. La vérité familiale, une fois explosée,
avait libéré des fantômes pour qu'ils dansent à nouveau. Hugo, milliardaire non plus par vanité mais par mission, finançait des refuges pour jeunes queers en France, inspiré de son exil. Personne ne devrait être chassé pour aimer, déclarait-il dans des TED Talks, sa voix résonnant comme un appel. Et dans les soirées calmes, enlacés sur le balcon de Rivoli, Hugo et Nathan regardaient les étoiles. C'était une explosion nécessaire, murmurait Hugo. Nathan, posant sa tête sur son épaule, répondait, et nous, les débris les plus beaux. Leur amour, forgé dans le feu des trahisons et des regrets, brillait d'une lumière romantique, dramatique, profondément humaine, un hymne à la résilience, à la France qui s'ouvre enfin, au monde qui guérit ses blessures.